T'es-tu déjà senti discriminé et méprisé à cause de ton métier, de ton origine familiale ou de ta classe sociale? Si ta réponse est affirmative, crois-moi, tu n'es pas le premier. Les bourreaux du Moyen Âge passaient par bien pire. Depuis que les hommes et les femmes s'organisent en communauté, il a été nécessaire d'établir des lois pour assurer le bon fonctionnement de la société et la tranquillité des citoyens. Ainsi, lorsque quelqu'un osait désobéir à la loi, il fallait le punir. Et parfois, les méthodes utilisées pouvaient être très cruelles. Entre le XVe et le XVIe siècle, le besoin de punir les présumés criminels ne diminuait pas, bien au contraire. Il devenait une tâche de grande importance au sein de la société, surtout en Europe. Pour les villes et villages médiévaux, il était fondamental de faire respecter strictement la loi. Cependant, de nombreux criminels finissaient par devenir des hors-la-loi, et il devenait alors impossible de les punir. C'est pourquoi, lorsque les autorités avaient l'occasion de rendre justice, les condamnés recevaient des peines exemplaires. Cela servait à décourager tous ceux qui pensaient à défier la loi. Néanmoins, les hommes qui prononçaient les sentences n'étaient pas toujours disposés à se salir les mains de sang pour les exécuter. Tous n'avaient pas l'intégrité du grand Ned Stark. C'est pour cette raison que les autorités médiévales ont jugé nécessaire de confier à d'autres le soin d'exécuter les ordres d'exécution. Mais qui voudrait se consacrer à tuer des criminels? On peut affirmer sans craindre de se tromper qu'aucun enfant dans l'histoire n'a jamais dit « Quand je serai grand, je veux être bourreau ». Et il est vrai que le métier d'exécuter des personnes n'a jamais été bien vu par la société, mais cela ne signifie pas que, durant le Moyen Âge, il n'ait pas été nécessaire, voire indispensable. À cause de son impopularité, les gens ne faisaient pas la queue pour devenir bourreau, ou pour mieux dire, il n'y avait pas une longue liste d'attente pour occuper le poste d'exécuteur, homme de la peur ou carnifex. Contrairement à la croyance populaire, durant la majeure partie du Moyen Âge, le terme « bourreau » n'était pas d'usage courant pour désigner ces individus. Ce n'est qu'en 1276, dans le droit municipal d'Augsbourg, que le mot « bourreau » est mentionné pour la première fois. Malgré le rejet populaire envers cette profession, quelqu'un devait bien s'occuper d'exécuter les condamnés à mort. C'est pourquoi, dans de nombreuses régions d'Europe, des méthodes un peu controversées furent mises en place pour désigner ceux chargés de faire respecter la loi. Comme la majorité des gens considéraient ce travail comme indésirable, il était courant que les autorités locales harcèlent certains professionnels, comme les bouchers, pour qu'ils acceptent de prendre la hache. Mais comme cela n'était pas toujours possible, d'autres options furent envisagées. Dans les villes et villages d'Europe centrale, le devoir de tuer le condamné revenait à l'adulte le plus jeune de la ville. C'est très similaire à la méthode utilisée en Franconie, où la tâche revenait au dernier marié de la localité. De cette manière, il remboursait la dette contractée pour son entrée dans la société civile. Tu vois, rembourser une dette envers la société, cela existait déjà au Moyen Âge. Mais toutes ces façons de désigner le bourreau suscitaient un profond rejet social, et on opta alors pour des méthodes plus pratiques afin de garder le poste toujours pourvu. En premier lieu, on décida que les fonctions du bourreau seraient exercées par des condamnés à mort. Oui, tu as bien entendu, parfois, un criminel condamné pouvait sauver sa vie s'il acceptait de devenir bourreau. Et toi, que ferais-tu si tu te retrouvais dans cette situation? Donne-nous ton avis en commentaire. Pour ma part, c'est clair, il faut sauver sa tête avant tout. Mais ne commets pas l'erreur de croire que ce métier était réservé uniquement à ceux qui cherchaient à éviter l'échafaud. Bien que rare, il existait aussi des personnes qui se portaient volontaires pour occuper le rôle de bourreau. Il s'agissait généralement d'hommes pauvres, affamés, sans terre ni ressources. Pour eux, c'était une tentative désespérée de survivre, car le bourreau recevait un salaire, un logement et même certains privilèges juridiques. Cependant, le coût social de ce métier était très élevé, tellement élevé que parfois, les conséquences touchaient les proches les plus immédiats. Les enfants, petits-enfants et épouses des bourreaux souffraient souvent de marginalisation sociale à cause de ce métier. Le rejet était tel que, lorsqu'un bourreau mourait ou prenait sa retraite, on obligeait un des hommes de la famille à reprendre le poste, car personne ne voulant être souillé ne souhaitait faire ce travail.
Mais ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres des façons dont les bourreaux étaient discriminés et marginalisés dans la société. En effet, pendant le Moyen-Âge européen, l'Église catholique avait une grande influence sur la vie politique et spirituelle des individus. Et pour le christianisme, toute forme de meurtre était mal vue, même lorsqu'il s'agissait de faire appliquer la loi. On croyait que ceux qui donnaient la mort aux condamnés étaient spirituellement souillés à jamais pour avoir versé le sang. D'ailleurs, nombre de ces personnes souffraient du rejet institutionnel de l'Église, car dans plusieurs endroits, on leur interdisait d'assister à la messe, d'entrer dans les églises, de communier ou même de se confesser. D'un autre côté, l'attitude du reste de la société envers les bourreaux n'était guère différente de celle de l'Église. Ils étaient contraints de vivre hors des murs de la ville. Leurs enfants pouvaient rarement se marier avec quelqu'un provenant d'une famille non stigmatisée. De plus, ils étaient exclus de nombreux métiers et corporations. Et pendant longtemps, la croyance selon laquelle le bourreau possédait une sorte de contagion de la mort s'est largement répandue, ou bien qu'un simple contact avec lui pouvait provoquer toutes sortes de malheurs. Les autres citoyens ne mangeaient, ni ne buvaient près de lui, et les gens évitaient à tout prix de le toucher ou d'être touchés par un exécuteur. Même lorsqu'un bourreau allait au marché acheter de la nourriture, il ne pouvait rien toucher de la main. Il devait indiquer ce qu'il voulait avec une baguette. La main du bourreau était celle qui donnait la mort et rayait les blasons des chevaliers ayant trahi leur seigneur. Ainsi, personne ne voulait que ses affaires entrent en contact avec cette main mortelle. Au Moyen Âge, la justice ne tarda pas à être associée à la brutalité, et en incarnant la violence institutionnelle, le bourreau fut la cible de nombreux préjugés, et une légende quasi fantastique s'est formée autour de lui. Dans de nombreux villages d'Europe, les gens croyaient que l'ombre du bourreau pouvait marcher seule. Ils en vinrent à les considérer comme des adorateurs sadiques de la mort. Toutes ces raisons firent que, au XVIIe siècle, en Angleterre, les bourreaux commencèrent à porter un masque ou une capuche afin de préserver leur anonymat. Bien que le mythe selon lequel ce masque visait à inspirer la peur se soit répandu, la vérité est que ce vêtement permettait aux bourreaux de vivre une vie normale, comme n'importe quel autre citoyen. Mais bien que la capuche soit peut-être l'élément le plus emblématique des bourreaux dans la culture populaire, ce n'était pas la seule pièce de leur tenue. Bien qu'il n'existât pas d'uniforme standardisé, dans de nombreuses régions d'Europe, les bourreaux recevaient des vêtements spécifiques pour les distinguer du reste de la population. En général, ces habits étaient de couleurs comme le rouge, le noir et le jaune, car ils représentaient des concepts tels que le sang, la justice, la mort, l'autorité et le déshonneur. De plus, le port de gants en cuir épais était indispensable. Cela offrait une protection à celui chargé de l'exécution, car cela évitait le contact avec le sang et les fluides du condamné. Et en même temps, cela permettait d'éviter une contamination spirituelle aux yeux du public assistant aux exécutions. Parce que l'important, ce n'est pas de ne pas être contaminé, mais que les gens pensent que tu ne l'as pas été. Dans certaines villes du Saint-Empire romain germanique, les bourreaux portaient un emblème municipal ou une baguette comme symbole d'autorité. Celle-ci était remise par le conseil de la ville. Les mêmes autorités fournissaient, les jours d'exécutions importantes, de nouveaux vêtements ou des habits cérémoniels comme un chapeau à large bord, de hautes bottes et même une cape. Cette tenue transformait le bourreau en une version médiévale de The Undertaker, car une exécution était un spectacle, comme le catch américain. Cependant, tout exécuteur qui se respectait devait toujours porter sa ceinture utilitaire, dans laquelle il rangeait ses outils de travail les plus utiles, comme des couteaux, des cordes ou des pinces. Et en effet, un bourreau ne se contentait pas d'exécuter les condamnés. Être tortionnaire faisait aussi partie de ses nombreuses fonctions. Un bon bourreau médiéval n'était pas seulement un tueur. Ses responsabilités judiciaires comprenaient une grande variété de tâches. Oui, son devoir le plus connu, et celui pour lequel il devint célèbre, était l'exécution des prisonniers. Mais tuer un condamné n'était pas une tâche aussi simple qu'on pourrait le croire. Exécuter une personne au Moyen Âge était tout un rituel, et le travail du bourreau commençait dès la procession, marchant devant ou à côté du condamné. Une fois arrivé sur le lieu d'exécution, il devait s'assurer que ses assistants ou apprentis avaient tout préparé pour que le châtiment
se déroule sans problème. Évidemment, cela variait selon le type d'exécution à réaliser. Ainsi, le bourreau devait inspecter les cordes, les haches ou les braises. Cela était très important, car il avait le devoir de garantir que l'exécution soit propre, rapide et aussi maîtrisée que possible. Les conséquences d'une exécution ratée pouvaient être très graves, allant de l'humiliation publique à la retenue de salaire, voire le licenciement. Avant de commencer, le bourreau pouvait montrer au public ses instruments de travail, et pendant toute la durée de l'exécution, il devait garder une attitude calme et solennelle, comme s'il était un fonctionnaire sacré du châtiment. Si la peine consistait en une décapitation, il montrait la tête au public à la fin pour confirmer la mort. Ensuite, il devait tout ramasser et nettoyer, saleté comme instrument. De plus, les bourreaux se spécialisaient souvent dans l'infliction de souffrances avant la mort, comme la roue, l'écartèlement ou la presse, pour ne citer que quelques exemples. Et lorsque le crime commis ne méritait pas une punition aussi sévère, c'était le bourreau lui-même qui devait appliquer des peines telles que la mutilation, le marquage au fer rouge, les coups de fouet publics ou le fait de traîner le condamné dans la ville. Cela devait être fait avec beaucoup de précision et de soin, car le condamné ne devait pas mourir. Et comment faisait-il? La réponse est simple, en étudiant beaucoup. Bien qu'il n'existât ni master en torture et exécution, ni formation professionnelle pour devenir démembreur, les bourreaux étaient souvent des gens instruits, voire cultivés. Comme nous l'avons dit plus tôt, beaucoup apprenaient le métier très jeune, enseigné par un membre de la famille. Ils apprenaient à utiliser des outils comme les pinces et le couteau, s'exerçaient à décapiter des animaux comme les chiens et possédaient de solides connaissances en anatomie humaine. Tout cela leur permettait d'être très compétents dans leur travail. Avec une connaissance approfondie du corps humain selon les standards médiévaux, les bourreaux ne se contentaient pas de tuer, ils assistaient aussi aux interrogatoires, appliquant divers moyens de torture. Cela se faisait sur ordre d'un juge, jamais de leur propre initiative, et ils devaient à tout moment veiller à maintenir en vie et conscient le torturé. Et c'est que les bourreaux étaient de véritables experts dans l'art de doser la douleur de leurs victimes afin d'éviter les morts accidentelles par choc ou autres complications. Mais leur rôle dans la justice médiévale ne s'arrêtait pas là. Dans de nombreux villages européens, le bourreau pouvait être chargé de proclamer les sentences et d'exercer comme geôlier des prisonniers. En même temps, il pouvait agir comme arbitre dans des duels judiciaires. Et parfois, il exerçait même comme médecin légiste, car il était souvent appelé à inspecter les corps de noyés ou de suicidés, son expertise étant indispensable pour déclarer si le défunt était apte à recevoir une sépulture chrétienne. Cela n'était fait que par les plus expérimentés, dont la connaissance acquise par un travail continu avec des cadavres leur conférait une grande capacité à évaluer les causes probables de la mort. N'oublions pas que, lorsqu'une exécution se terminait, c'était le bourreau lui-même qui devait emporter le corps pour l'enterrer ou l'exposer publiquement, selon les ordres reçus. Mais bien que de nos jours la figure du bourreau soit étroitement liée à la mort, au meurtre et à la violence, au Moyen Âge, il arrivait souvent que ce soit la personne à qui tu t'adressais pour te sauver. Et comment cela est-il possible? Eh bien c'est simple. Beaucoup furent contraints d'exercer ce métier en raison de leur appartenance à une lignée familiale. Comme nous l'avons mentionné, leur formation comprenait l'apprentissage de compétences telles que l'usage des outils et la connaissance des différentes parties du corps humain. Ainsi, motivés par l'envie d'aider les gens autour d'eux, et pas seulement de leur couper la tête. Certains bourreaux médiévaux exerçaient également comme médecins. Ironie du sort, les mêmes voisins qui les méprisaient venaient chez eux à plusieurs reprises pour être soignés et trouver un soulagement à leurs maux. De cette manière, les bourreaux agissaient comme arracheurs de dents, chirurgiens de plaies, guérisseurs d'os brisés et réalisaient des saignées. Autrement dit, les orthopédistes, traumatologues, dentistes et chirurgiens actuels sont les descendants de ces personnages sombres. L'histoire rapporte des cas de bourreaux comme le français Charles-Henri Sanson, qui correspondait avec des médecins et scientifiques pour perfectionner l'usage de la guillotine. Les relations entre bourreaux et médecins étaient souvent positives, car bien souvent, après l'exécution, les corps terminaient dans les laboratoires et cabinets d'anatomistes et de docteurs pour y être étudiés. Évidemment, cela se faisait après avoir versé une modeste somme au bourreau.
D'ailleurs, Charles-Henri Sanson pourrait être considéré comme le bourreau des célébrités françaises, puisqu'il fut chargé de décapiter des figures telles que Robespierre, Marie-Antoinette et Louis XVI. Mais malgré le lien étroit entre médecins et bourreaux et le fait que ces derniers exerçaient comme guérisseurs dans de nombreux endroits, il y eut des bourreaux qui souhaitèrent abandonner leur profession et restaurer l'honneur de leur famille. C'est le cas de Franz Schmidt, qui exerça le métier de bourreau au XVIe siècle dans la ville allemande de Nuremberg. Franz avait hérité de cette profession par tradition familiale, mais il ressentit toujours une profonde contradiction entre sa fonction et sa vocation véritable. À 19 ans, il s'entraîna avec une hache et plusieurs citrouilles, et alla jusqu'à décapiter un chien avant d'être officiellement nommé bourreau professionnel. À partir de ce moment, Franz Schmidt devint un expert du corps humain, exécutant 394 personnes et assistant à plus de 300 séances de torture judiciaire. Mais, en même temps qu'il infligeait de la douleur à certains, il consacrait sa vie à soigner et à aider d'autres. Dans sa ville, il n'était pas seulement un bourreau craint, mais aussi un chirurgien respecté. Franz était une personne méthodique et consignait dans son journal chaque exécution, torture et traitement médical pratiqué, laissant trace de son conflit intérieur et de l'isolement social qu'il subissait en tant qu'homme de la peur. Finalement, un jour, il se lassa d'assassiner des criminels et renonça à son poste pour se consacrer exclusivement à l'exercice de la médecine. Il parvint ensuite à obtenir de l'empereur la restauration de son statut de citoyen honorable. Ainsi, Franz Schmidt mit fin à des décennies de déshonneur familial et empêcha ses enfants d'hériter de la hache, leur permettant de se consacrer à la médecine comme lui. Et c'est que la pression sociale et psychologique que subissaient les bourreaux était immense. C'est pourquoi les autorités politiques et religieuses offrèrent des conditions de travail très avantageuses pour l'époque aux personnes prêtes à consacrer leur vie à cette fonction. Évidemment, il fallait bien qu'il y ait des avantages à décapiter des gens. Pour commencer, les bourreaux étaient rémunérés par un salaire officiel, lequel était payé avec les impôts des citoyens, avec l'argent du conseil municipal, du roi ou de la noblesse locale. Et comme tout bon professionnel, plus il était compétent dans son travail, plus il était payé. Ce salaire pouvait augmenter selon le nombre d'exécutions réalisées, si elles étaient multiples, publiques ou particulièrement difficiles. Il recevait également des heures supplémentaires pour la torture des prisonniers. Et le mieux, c'est que dans de nombreuses villes et villages, ils étaient exonérés d'impôts. Le rêve de tout youtubeur. À ce salaire s'ajoutaient d'autres avantages. Par exemple, de nombreux bourreaux recevaient un logement qui disposait généralement d'un potager et d'une écurie. Le seul inconvénient était que la maison se trouvait souvent en périphérie de la ville, mais comme elle était gratuite, ils ne se plaignaient pas. D'un autre côté, ils avaient le droit de porter des armes, même quand cela était interdit au reste des citoyens, et ils ne pouvaient pas être jugés pour des délits mineurs. À tout cela s'ajoutaient les affaires que les bourreaux faisaient avec les sous-produits de leur travail. Apothicaires, alchimistes et médecins étaient des clients réguliers des bourreaux à qui ils achetaient des cadavres, des dents, des os et de la graisse humaine. Les bourreaux avaient un droit préférentiel sur les biens des criminels qu'ils exécutaient. Cela incluait les vêtements du condamné, ses armes et outils, voire ses terres, bien que cela fût plus rare. En outre, de nombreuses familles inquiètes soudoyaient les bourreaux pour qu'ils ne fassent pas trop souffrir leurs proches, ou pour qu'ils les exécutent aussi rapidement que possible. Elles payaient également pour récupérer le corps ou pour qu'ils bénéficient d'un enterrement digne. En France, les bourreaux étaient essentiels à l'État et pouvaient se charger de la collecte des impôts auprès des classes les plus marginalisées, voire gérer des maisons de jeu. Ils avaient même le droit de percevoir une part de ce qui se vendait sur les marchés. Dans de nombreuses régions, les bourreaux fonctionnaient comme une véritable entreprise. La malédiction sociale qu'impliquait l'exercice de ce métier devait être compensée par de nombreux avantages économiques, sauf pour ceux qui travaillaient dans des villages ou petites communautés. Face à la rareté du travail, ces derniers devaient aussi exercer comme bouchers ou médecins pour obtenir plus de revenus. Néanmoins, les bourreaux des grandes villes et cités avaient un train de vie confortable, profitant de luxe obtenus à la sueur de leur front et surtout dans le sang.
L'exemple le plus notable serait celui déjà mentionné d'Henri Sanson. Le grand Sanson parisien s'avéra être un excellent professionnel, mais aussi un défenseur des droits des bourreaux. Ce fut lui qui obtint la fin de l'ostracisme dont souffraient les bourreaux et leurs familles. Vêtu de son uniforme rouge, Sanson se consacra à perfectionner la guillotine comme méthode d'exécution. Cela lui permit d'être très productif, réalisant environ 3000 exécutions. Un chiffre loin d'être négligeable qui lui permit de récolter d'importants bénéfices économiques tant sous la monarchie que pendant la Révolution française. Sanson vivait dans le luxe pour son époque. Il possédait des chevaux et avait des employés. Et son nom était connu dans toute la France, bien qu'il inspirât la terreur. Finalement, avec le temps, la montée du chômage et la précarité économique poussèrent de nombreuses personnes instruites, comme des enseignants, des médecins ou des avocats, à exercer comme bourreaux, car cela rapportait plus. Et toi, tu t'ouvrirais un OnlyFans ?